Donc, pour une utilisation optimale de Revit, on s'aperçoit qu'il y a deux axes primordiaux. C'est d'abord un bon gabarit, mais ça tout le monde l'a constaté, avec un environnement de travail, une arborescence, des types de lignes, des paramètres partagés, et puis aussi des objets de bibliothèque performants qui sont adaptés aux différents rendus graphiques dont on a besoin. Alors, c'est un chapitre de Revit qui est très important, mais qui malheureusement est abordé succinctement dans la formation initiale, mais c'est simplement par manque de temps, parce qu'il ne vous a pas échappé que déjà dans la formation initiale, Revit, c'est un menu assez copieux, on a beaucoup de choses à voir, et donc nous on pense que tout ce qui concerne les familles paramétriques, c'est un chapitre à part entière qui mérite un apprentissage en complément de l'apprentissage des bases de Revit. Et on va essayer de vous montrer aujourd'hui quel est le contenu de ce genre de formation pour être un peu plus performant pour ceux qui se sont déjà frottés à l'exercice et pour pouvoir aborder l'exercice pour ceux qui souhaitent créer des familles paramétrables et qui n'ont pas encore sauté le pas, si je puis dire. Alors d'abord, on va faire un peu de terminologie. Il est vrai que dans Revit, tout ce qui constitue les objets de la maquette numérique, eh bien, c'est connu sous le nom de famille. Donc, c'est une vaste histoire de famille. Revit range très bien ses affaires et ces familles, il les classe par catégories. Alors, les catégories de famille, nous, on ne les maîtrise pas. C'est le business de Revit. Donc, on ne peut pas créer de nouvelles catégories. En revanche, on peut créer des nouvelles sous-catégories et on verra l'importance. Il faut dire quand même qu'au niveau des catégories, de version en version de Revit, on voit apparaître des nouvelles catégories, et notamment sur la version 2022, où il y a plein de nouvelles catégories pour notamment les gens qui font du MEP ou de la structure. Alors ces familles, en fait, elles sont classées en 3 typologies. Alors pourquoi 3 alors que d'habitude il n'y en a que 2? Je vais vous expliquer pourquoi moi je dis qu'il y en a 3. D'abord, il y a les familles systèmes. Celles-là, elles sont bien connues. C'est souvent celles qui, si on se rapproche de l'acte de bâtir, c'est celles finalement qui sont assemblées ou coulées en place, c'est-à-dire les murs, les sols, les toits. Bon, ça, Revit appelle ça des familles systèmes. Et puis, à côté de ça, il y a des familles externes ou dites chargeables. Ça, ce sont des éléments issus de process industriels et qui arrivent sur le chantier en produits finis. C'est par exemple les appareils sanitaires, les fenêtres, les blocs-portes, le mobilier, etc. Les familles externes, elles sont enregistrées sur le disque dur en fichier avec l'extension .rfa pour Revit Family. Donc effectivement, quand on va vouloir charger une famille, vous connaissez, on fait insérer, charger la famille, et là, on va pouvoir aller récupérer dans le projet toute la définition de la famille. Je précise, puisque vous savez que Revit travaille en fichier archive et que toute la définition de la famille sera chargée, qu'on n'aura plus besoin du lien avec le disque et avec le fichier RFA. Et puis moi, je mets une 3e typologie que j'ai appelée les familles mixtes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des familles systèmes pour Revit, mais à l'intérieur de ces familles systèmes, on a des éléments qui peuvent être des familles externes. Alors, le cas typique, il y a 2 cas typiques pour moi, ce sont les murs rideaux. Alors, les murs rideaux, c'est une famille système qui se comporte au départ comme un mur. Il va nous demander une contrainte inférieure, une contrainte supérieure. Et puis, à l'intérieur de ce mur rideau, on va avoir par exemple des panneaux sur mesure. On va avoir des fenêtres, on va avoir des portes, on va avoir des profils de meneaux. Et tout ça, ce sont des familles externes. C'est pour ça que moi, je les appelle mixtes, parce qu'effectivement, sont considérés par Revit comme des familles systèmes. Néanmoins, à l'intérieur, on va pouvoir les personnaliser avec des familles externes. Alors, l'autre grande typologie dans ces familles mixtes, c'est le garde-corps. Le garde-corps, typiquement, c'est une famille système pour Revit, mais néanmoins, on va voir qu'on va pouvoir personnaliser des barreaux en famille externe, des profils de traverse, et on va voir qu'on va même pouvoir faire des garde-corps complètement personnalisés en famille externe. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude de les appeler des familles mixtes.
Ensuite, pourquoi famille paramétrique? Parce que vous connaissez le principe dans Revit. Hein. Le paramétrique, c'est vraiment l'ADN de Revit. Dès qu'on est ici en train de dessiner un mur, on va avoir une contrainte inférieure qui va s'appuyer sur un niveau, une contrainte supérieure. Ce niveau, c'est quoi? C'est un plan de référence infini qui est géré par un paramètre. Et là, on est bien dans l'univers du paramétrique. Et ce paramètre, c'est la hauteur du niveau. Dans les familles, on va retrouver le même principe. On va avoir dans les familles externes des plans de référence qu'on va créer. Ensuite, ces plans de référence, on va les coder et ces codes vont être associés à des paramètres qu'on va créer. On va former un petit peu le squelette paramétrique. Et ensuite, sur ce squelette paramétrique géré par des codes associés à des paramètres, on va ensuite verrouiller de la géométrie. Voilà. Alors, c'est évidemment l'univers des familles externes qui va nous intéresser, là. Et on va regarder un petit peu comment, dans une formation, on peut se donner comme ça, parcourir les différents outils pour avoir à sa disposition et être plus à l'aise dans la création des familles. Alors, avant de se lancer pour faire une nouvelle famille, hein, ça se passe ici, nouveau, famille. Ici, d'un seul coup, vous allez avoir en face de vous plein de choix de gabarits. Alors au début, on ne sait pas trop quoi faire. Il faut donc, avant de se lancer, réfléchir un petit peu à la conception d'une famille. Et là, très rapidement, je vais vous parler d'imbrication. Dans les familles Revit, on a c'est un petit peu les poupées russes. Si je vous prends cet exemple de cette porte, par exemple, dans cette porte, finalement, il y a quoi? Il y a une imbrication d'un dormant. Là, en l'occurrence, on est avec une huisserie métal à recouvrement. On a un panneau qui va être ouvrant. Sur ce panneau, il y a une poignée. Donc, il y a différents éléments qui vont faire que, finalement, là, on se trouve dans la famille que j'appelle finale, qui possède un mur gabarit, puisque, effectivement, quand on fait des portes ou des fenêtres, on les place dans des murs. Donc, on dit que ces familles-là ont besoin d'un hôte, effectivement. Mais pour faire cette famille finale, en réalité, on va travailler en kit. Et on va déjà commencer par faire le kit. Si je prends l'exemple de ce panneau, on va commencer par faire ce panneau qu'on va ensuite imbriquer dans la famille finale. Et puis, dans ce panneau, on va commencer par faire une poignée qu'on va imbriquer dans le panneau qui lui-même sera imbriqué dans la famille finale. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, le système des poupées russes. Et donc finalement, on commence par dessiner son kit. Alors, il y a une chose qu'il faut aborder, c'est justement ces histoires de catégories. Quand je suis dans cette famille finale, ici, vous voyez que je suis bien dans la catégorie des portes. D'accord ? Mais si je commence tout de suite pour dessiner mon panneau, si je commence à prendre le gabarit des portes, eh bien le problème, c'est que je vais avoir, dans le gabarit des portes métriques, je vais avoir un mur. Or, moi, pour dessiner mon panneau, je n'ai pas besoin d'un mur. Alors, comment je vais faire? C'est tout simple, en fait. On va commencer la famille, et ça peut se faire pour toutes les familles. Hein. On va commencer la famille par un gabarit qui est vraiment le couteau suisse de Revit, hein, qui est le modèle générique métrique. Alors, tous les gabarits s'appellent métriques. Hein. Ce sont des fichiers, évidemment, nous, on ne travaille pas en impérial, il ne vaut mieux pas, à moins qu'il y ait des fans parmi vous, des pieds-pouces. Mais... Donc ici, vous voyez que ce sont des fichiers qui sont installés au moment de la mise en place de Revit sur le disque, qui ont l'extension RFT, donc Revit Family Template. Ce sont bien des gabarits de famille. Lorsque je vais ouvrir mon gabarit de modèle générique, voilà, je me retrouve dans l'univers de l'éditeur de famille, avec à la croisée de ces deux plans de référence, ce qu'on peut appeler le point d'insertion de la famille. Et en fin de compte, moi, ce n'est pas une famille de modèle générique que je veux faire, puisque je veux que ce soit mon panneau de porte. Et donc, j'ai tout intérêt à ce que le panneau de porte, il ne soit pas dans la catégorie modèle générique, mais dans la catégorie des portes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce faire? Eh bien, ici, on vient dans les catégories et on switch sur la catégorie porte. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer
à dessiner ce que je vous disais, les fameux plans de référence qui vont être associés ensuite à des codes, ça vous connaissez parfaitement ça, les codes d'égalité, et qui vont être ensuite ces codes associés à des paramètres. Voilà ce qu'on est susceptible d'apprendre. Voilà par exemple la largeur de mon panneau, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment, très simplement, on commence une famille et ensuite on switch de catégorie. Alors pourquoi on switch? Parce que moi je vous encourage à ne pas commencer à mélanger les catégories. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu l'autre jour une famille d'appareils sanitaires et puis comme les appareils sanitaires étaient uniquement représentés en 2D, eh bien, les gens s'étaient dit, après tout, pourquoi ne pas utiliser la catégorie éléments de détail puisque c'est du 2D. Ben, moi, je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, quand on est dans un projet, je vous rappelle que l'ensemble de la charte graphique d'un projet, c'est géré à partir de la boîte style d'objet. Dans la boîte style d'objet, on retrouve toutes les catégories et les sous-catégories, n'est-ce pas? Et là, si je suis dans l'appareil sanitaire, ça me paraît plus simple pour moi d'avoir créé des sous-catégories qui restent dans la catégorie finale, plutôt que d'aller chercher un aspect graphique dans éléments de détail où je me rappellerai plus forcément de ce que j'ai dessiné, aller chercher des sanitaires 2D pour la charte graphique dans éléments de détail, ça ne me paraît pas très évident comme fonctionnement. Encore une fois, moi, je ne vous donne pas de dogme, il n'y en a pas dans Revit, je vous donne juste des conseils. Moi, je vous conseille donc à chaque fois de rester dans la catégorie, d'accord? Même si c'est purement du 2D, on reste dans la catégorie. Là, quand je vais dessiner mon panneau de porte, eh bien, je resterai dans la catégorie et quand il sera imbriqué ici dans la famille finale, eh bien, il apparaîtra bien, c'est lui, il apparaîtra bien dans la catégorie des portes. Donc, on reste dans la catégorie. On peut donc commencer toutes les familles, tous les kits en quelque sorte, avec le modèle générique métrique. Ensuite, on switch de catégorie et ensuite, on imbrique. Les familles sont donc imbriquées les unes dans les autres dans la famille finale. Et dans la famille finale, on va aller venir mettre en correspondance les paramètres que l'on a créés dans la famille d'origine, dans la famille panneau. On va mettre ça en correspondance avec les paramètres de la famille finale pour que, bien évidemment, tout soit géré à partir de la famille finale. Ici, mon panneau d'ouverture, il a un angle 3D, il est géré à partir de la famille finale. Voilà, voilà un petit peu comme le grand principe de l'imbrication. Et voilà pourquoi c'est très important de fonctionner comme ça. Vous comprenez bien pourquoi. C'est que quand je vais avoir une autre famille de portes qui va être une famille avec un dormant différent, avec pourquoi pas un dormant bois, une huisserie bois avec feuillure, en fin de compte, mon panneau, il va me resservir. Il aura déjà sa poignée, il aura déjà tout ce qu'il faut. Ce panneau, autant l'utiliser et le rentabiliser. Je vous encourage aussi à créer des sous-catégories. La sous-catégorie, l'avantage qu'elle a, c'est que déjà, contrairement aux catégories, on peut en créer autant qu'on veut. L'avantage, le double avantage, c'est qu'on va être plus fin pour gérer à la fois le graphisme au travers de la boîte des styles d'objets, une fois qu'on sera inséré dans le projet, et aussi, dans le projet, on va pouvoir, en fin de compte, gérer l'apparence des objets et des catégories et des sous-catégories. Mettez-vous dans la tête que les sous-catégories, en fait, ça permet de gérer la visibilité vue par vue. C'est-à-dire que pour nous, ce sont vraiment nos calques, en fait. Donc, c'est très important de pouvoir gérer des sous-catégories. Et donc, pour le faire, il ne faut pas hésiter à en créer. Alors ici, vous voyez que moi, j'ai mes petites habitudes, mais ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Ces sous-catégories-là, c'est créé par Revit par défaut. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas les supprimer. Cadre meneau, panneau. Moi, quand je crée une nouvelle sous-catégorie, j'ai l'habitude de la faire commencer par 00
pour bien qu'elle soit repérable. Mais ça, encore une fois, ça n'est pas un dogme, c'est de l'organisation, c'est pas gravé dans le marbre. Alors, dans cette formation, on va donc apprendre à gérer toutes ces histoires de sous-catégories, ces histoires de visibilité, ces imbrications avec la mise en correspondance de ces paramètres. Et puis, on va faire des exercices particuliers pour se mettre en jambe, pour posséder des outils. Par exemple, on avait fait cet exercice de brise-soleil. Alors, je ne vous demande pas de juger le design, hein, ce n'était pas le but de l'exercice. C'était surtout pour apprendre à gérer les imbrications et les réseaux. C'est-à-dire que finalement, ce brise-soleil, qui est une famille finale, il comporte ces deux portiques qui sont imbriqués. Il comporte des lames ici de brise-soleil qui ont été imbriquées. Et je vais pouvoir gérer comme ça mon réseau haut, mon réseau bas. Ce qui est intéressant, c'est que si finalement on ouvre cette lame de brise-soleil, et c'est là où on retrouve l'idée des poupées russes, c'est que, en fin de compte, cette lame de brise-soleil, c'est elle-même une imbrication, puisque dedans, c'est une extrusion parchemin. Et dans cette extrusion parchemin, on a imbriqué un profil, qui lui aussi est une famille à part, une famille de profils. Alors pourquoi on fait ça? Parce que lorsque l'on imbrique un profil, le système nous donne des possibilités supplémentaires pour pouvoir notamment, par exemple, régler son angle, ce qui dans le cas d'un brise-soleil est quand même intéressant, pour pouvoir éventuellement lui donner un décalage horizontal, un décalage vertical. Et ce sont des paramètres qu'on va pouvoir mettre en correspondance ici avec donc des paramètres qu'on va pouvoir ensuite exporter dans la famille finale. Voilà comment, à partir d'une imbrication d'un profil dans une lame, cette lame étant imbriquée ensuite dans notre brise-soleil, voilà comment, à l'arrivée, on va pouvoir gérer dans la famille finale l'orientation de nos lames. Ici, en bas, c'est à 0, je passe à 45, voilà. Alors, une chose que je dis toujours dans les familles, hein, ce qui est bien, c'est que c'est le concepteur de la famille qui décide de son fonctionnement. Et en plus, vous avez le droit de changer d'avis. Donc, c'est ça qui est bien. Et là, on a en plus appris à faire un réseau. Si je veux densifier un petit peu le réseau du bas, voilà, je joue sur le nombre d'éléments. Là, ici, dans l'exercice, c'était pour jouer sur le nombre d'éléments, pour jouer sur éventuellement l'orientation des lames et voir comment, à partir comme ça d'une imbrication, en partant très simplement finalement d'un profil, eh bien, on arrive à un assemblage d'un objet dans lequel on a mis un peu d'intelligence et qui va nous permettre, dans une étude d'ensoleillement, de voir un petit peu et de gérer le nombre d'éléments, les angles en haut, en bas, etc. Pour continuer dans la même veine, on a aussi cet exercice sur un volet persienné, hein, tout simplement. Là, c'est pareil. On a un élément, profil, qu'on a inséré dans une lame, et cette lame, on l'a insérée dans la famille finale, qui est la famille volet. Mais, comme ce volet, à l'arrivée, on va l'utiliser dans une fenêtre, eh bien, regardez, on est bien dans la catégorie fenêtre. Voilà. Je n'ai pas mélangé les catégories. Ce profil, effectivement, ce qui est pratique, comme il a été imbriqué, on a pu récupérer des éléments un peu plus intelligents. Si on l'inverse, vous allez voir que les persiennes vont se retourner. Hein. On sait bien ça. Si on a un volet battant en façade ou un volet coulissant, les persiennes ne vont pas être dans le même sens. Voilà. Là, on a calculé un réseau avec quelque chose d'un peu plus sophistiqué. C'est que là, on n'est plus en train de jouer sur le nombre d'éléments, mais là, on veut que, de toute façon, ça tombe juste. Et donc, on a la possibilité, en changeant la hauteur de l'élément, d'avoir un recalcul des lames, et on a même la possibilité de gérer la hauteur des lames de base pour qu'elles soient plus ou moins serrées. D'accord? Et ça, encore une fois, c'est le concepteur de la famille qui le décide. Et encore une fois, on a le droit de changer d'avis. Alors, on apprendra à gérer quelques petites formules, mais je dis toujours, dans les familles, tout est graphique. On ne se prend pas le chou. Ça n'est pas un langage de programmation.
les formules qu'on peut avoir ici dans cette case des formules, c'est très très simple. N'ayez pas peur d'aborder le sujet en vous disant « Mon Dieu, je vais devenir informaticien ». Pas du tout, du tout. D'accord ? Si on pousse le concept sur des familles un peu plus complexes, d'abord, juste pour finir sur ce volet, pour compléter quand même l'apprentissage, on apprend à le faire tourner, ce volet. Voilà. Donc, on va jouer avec les lignes de référence. Voilà, il est ouvert à 180 degrés. Maintenant, on va pouvoir le fermer, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà comment on va apprendre avec un élément très simple. À partir du moment où on sait le faire avec ce volet, on va pouvoir le faire avec n'importe quel élément. D'accord ? Voilà. Ensuite, si on prend une famille de fenêtres avec toutes les composantes, là, je vous ai mis à l'écran une famille de fenêtres. Cette fenêtre, c'est la famille finale, c'est un assemblage. J'ai des appuis, j'ai un dormant, j'ai un ouvrant et j'ai un volet roulant. Voilà. C'est la composition de ma fenêtre. Dans l'ouvrant, j'ai une poignée. Donc voilà, tout est imbriqué. Donc voilà comment on va faire les kits. Maintenant, je vous ai expliqué comment on les fait pour les démarrer. Et on va imbriquer les éléments les uns dans les autres. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, à partir du moment où vous avez vos appuis, le volet roulant et puis les ouvrants, ouvrant un ventail, ouvrant deux vantaux, à l'arrivée, vous allez vous en resservir. Et ce qui va faire votre bibliothèque et la typologie des fenêtres, c'est finalement les types de dormants. Voilà. Alors, allons voir tout de suite un dormant. Alors ça, c'est un dormant avec une insertion au nu intérieur, avec une isolation classique, mais qui est encore largement utilisé, vous le savez, notamment dans les logements, avec donc ce qu'on appelle les tapés d'isolant. Bon, voilà. Là, ce que je veux vous montrer, c'est voilà l'élément 3D, avec donc des extrusions, avec la feuillure qui va recevoir l'ouvrant, on est bien d'accord. Mais là où je veux aborder un sujet très important, c'est finalement en 2D, comment ça se passe. Ça se passe comme ça, et on va relever un élément très important qui est fondamental dans les familles. Revit nous offre la possibilité d'avoir des représentations graphiques en fonction des niveaux de détail. Et ça, pour notre activité, c'est fondamental. On a absolument besoin d'avoir des représentations différentes pour présenter nos documents. Donc, vous connaissez faible, moyen, élevé. On peut schématiser. C'est vrai que, alors je vais parler particulièrement de l'architecture. C'est vrai qu'en archi, quand on est en esquisse, quand on est en permis de construire, quand on est en dossier pro, on n'a pas forcément le même besoin de représentation. Là, je vous ai symbolisé, je vais vous dire comment on les fait. Voilà, là, je suis en moyen, là, je suis en faible, là, je suis en élevé. D'accord ? Comment ça se passe ? Ça se passe ici. Dans Annoter, vous avez des lignes qui sont des lignes 2D que j'appelle intelligentes. C'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle de la ligne symbolique. Et cette ligne symbolique, on va lui dire à quelle sous-catégorie elle appartient, mais dans ce cas de figure, les sous-catégories sont dédoublées pour pouvoir lui dire, voilà, cette ligne, elle est vue en coupe ou elle est vue en projection. D'accord ? Je vous rappelle que c'est en lien avec la boîte des styles d'objets qui à chaque fois détaille les épaisseurs de lignes pour ce qui est vu en projection et ce qui est vu en coupe. Donc ces lignes symboliques, finalement, au bout du compte, ce sont des lignes 2D, mais qui ont une intelligence 3D. D'accord ? Donc, on va à chaque fois lui dire, cette ligne-là, elle est vue en coupe, et voilà quels sont ses paramètres de visibilité. Celle-là, elle est vue en faible, moyen, élevé. Si je me mets maintenant en niveau moyen, on va aller voir que cette ligne symbolique qui, elle aussi, est en coupe, celle-là, je ne la vois pas en niveau élevé, mais je la vois simplement en faible et moyen. Et que ici, cette ligne-là, en fin de compte, c'est le cadre de mon dormant vu en projection. Et que ça, je ne la vois qu'en niveau élevé. Voilà comment, dans Revit, sont implémentés les niveaux de détail. Pourquoi faire ? Pour à l'arrivée avoir ce genre de rendu quand on est dans le projet, c'est-à-dire que là, je suis dans le projet,
j'ai mes épaisseurs de ligne, et voilà ce que je vais avoir si je suis en niveau élevé, en niveau moyen ou en niveau faible. Là, j'ai de quoi produire des documents graphiques avec une hiérarchie des représentations. Et voilà comment on apprend à le faire ici, dans une famille de dormants. Une chose aussi très importante, quand on crée ces familles de dormants, on va apprendre à faire des extrusions. Et dès qu'on a fait ce genre de géométrie, l'extrusion c'est assez simple, hein, voilà, c'est vraiment un profil extrudé selon une hauteur ou dans la direction. Ici, cette extrusion qu'on va appuyer sur les plans de référence, on va tout de suite lui adresser une sous-catégorie. Vous voyez qu'ici, il y a une sous-catégorie qui s'appelle taper. Voilà. Toujours pareil, ça gère le graphisme et les visibilités vue par vue. On va l'associer à un paramètre de matériau très important. D'accord ? Et tout de suite, on va lui donner des paramètres de visibilité. Voilà. C'est un élément 3D. Donc là, on va lui dire qu'on veut le voir en 3D et en avant-arrière, en façade. Le reste du temps, on ne veut pas le voir puisque ce sera géré, comme je vous l'ai expliqué, par des lignes symboliques qui vont nous permettre d'avoir les niveaux de détail. Voilà. Donc ça, c'est effectivement toute la mécanique et la richesse de toutes ces familles paramétriques qui vont nous permettre à l'arrivée de maîtriser le fonctionnement de la famille et en même temps les aspects graphiques qui sont très importants. Pour être tout à fait complet sur ces familles externes, j'ai aussi à vous dire que là, on est en train de parler de familles complexes, mais il existe aussi des familles externes, il ne faut pas les oublier, elles sont très importantes, qui sont, pour la documentation du projet, toutes les familles de symboles d'annotation et toutes les familles d'étiquettes sont des familles externes. Donc, à savoir, elles fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont chargées dans le projet et elles ont leur fonctionnement en famille externe, en famille.rfa. Voilà. Pour terminer sur le sujet, je voudrais aborder rapidement, parce que j'ai essayé d'être concis mais complet, vous avez compris que c'est un sujet copieux, donc si j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Je vais juste vous parler des familles partagées. Ici, j'ai mis sciemment deux fenêtres qui ont le même aspect. Hein. C'est des fenêtres avec un dormant ici, avec une partie fixe à droite, et puis un ouvrant à inventail. Voilà, les voilà un petit peu en 3D. Donc, ça vous montre un peu quel est le niveau de détail auquel on veut arriver. Ça ne se veut pas des fenêtres de fabricants, hein, que vous pouvez parfois trouver sur certains sites, mais qui sont parfois beaucoup trop complexes pour être utilisables dans nos projets, puisqu'elles sont au service du process du fabricant, et que là, nous, on essaye d'avoir une déclinaison crédible, comme vous pouvez le voir, hein, avec, pour les spécialistes, hein, le Rojingo et tout ce qui va bien, mais qui ne va pas dans le détail du profil ALU ou du profil, puisque ça n'est pas le but pour nous. Donc voilà le compromis graphique que je voulais vous montrer. Ici, j'ai une famille comme celle que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une imbrication classique. Bon. Ici, c'est une famille partagée. L'imbrication, le système de l'imbrication est le même. En revanche, on va pouvoir lui dire que cette famille de volets roulants qui a été imbriquée dans la famille finale, eh bien, elle est partagée. Voilà. Et alors, vous allez voir l'intérêt. Alors, je vais vous ouvrir, je vais juste 2 petites secondes vous ouvrir le volet roulant en question pour vous dire, voilà, dans un volet roulant qui serait classique et qui se préparait à une imbrication, eh bien, tout simplement, cette case-là ne serait pas cochée. Là, vous voyez qu'elle est cochée. Autre chose, ici, tous les paramètres qui ont été créés sont des paramètres d'occurrence. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on revient 2 secondes sur le sujet, mais on en a vraiment pour 2 secondes. Hein. Ici, on est bien d'accord qu'un paramètre de type, c'est un paramètre, voilà, des portes qui sont complètement identiques. Le paramètre de type,
c'est le paramètre qui va gérer les dimensions, par exemple, de la porte. Voilà. Ici, c'est une porte de 93 par 204. Ça sont des paramètres de type. Ici, paramètres d'occurrence. Tout ça sont des portes identiques. Ici, le paramètre d'occurrence, il apparaît dans les propriétés de la porte et il va me permettre de gérer un aspect graphique particulier, mais qui ne sera vrai que pour cette occurrence. Je ne changerai pas les dimensions de la porte, elle sera toujours référencée comme une porte de 93 par 204. D'accord? Voilà. Ça, je pense que vous êtes familier de ça, au moins de ça. Et donc, ensuite, sur ces familles dites partagées, on va ici donc avoir que des paramètres d'occurrence. Voilà. Et ensuite, là, ici, partagés dans les propriétés de la famille. D'accord? Dans cette famille finale, quand on la représentera dans le projet, quel est l'avantage? C'est que dans l'arborescence, ici, vous allez voir apparaître les éléments qui sont imbriqués en famille partagée. Cette famille partagée, elle a la possibilité d'avoir un appui béton ou un appui alu. Elle a la possibilité d'avoir un volet roulant. Et vous voyez apparaître ici dans l'arborescence appui alu, appui béton, volet roulant. Ça veut dire qu'ils sont non seulement comptabilisables dans les nomenclatures, alors qu'ici, ils sont... la mise en place, je le précise, est la même. C'est aussi la facilité de mise en place est la même. Tout arrive en même temps. Sauf qu'ici, je n'aurai pas la possibilité de comptabiliser l'appui et le volet roulant. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, vous allez faire de plus en plus de BIM avec des exports IFC et vous allez avoir des maîtres d'ouvrage qui vont vous demander d'avoir, par exemple, là j'ai rajouté des paramètres de projet, d'avoir des codifications qui sont différentes en fonction de la fenêtre et en fonction du volet roulant. Le code ouvrage du volet roulant ne sera pas forcément le même que le code ouvrage de la fenêtre. Et donc, ça va nous permettre de codifier les éléments et de les comptabiliser. Et dans un export IFC, de pouvoir avoir les bons codes qui ont été demandés par le maître d'ouvrage. Voilà la grosse différence. Vous voyez que dans la mise en œuvre, c'est un peu différent, mais ce n'est pas très compliqué. Et qu'à l'arrivée, ça peut avoir beaucoup d'avantages. Et j'en parle parce qu'on nous demande de plus en plus de l'export IFC. Voilà. Excusez-moi d'avoir été aussi long, mais c'est trop copieux pour être trop court. Voilà. J'espère simplement que je vous ai donné envie d'aller plus loin sur les familles et d'avoir envie d'en créer et d'avoir envie d'apprendre à en créer. Voilà.